Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous. L'Association des journalistes parlementaires reçoit aujourd'hui Cyrielle Chatelain. Bonjour Madame la députée de l'Isère, présidente du groupe écologiste. Un rendez-vous qui est retransmis en vidéo sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de transmettre nos amitiés au président de l'AJP, Ludovic Faux. Je sais que vous nous regardez. Un live tweet est assuré par Stanislas, ou sera assuré par Stanislas aujourd'hui. Et la première question, Madame la députée, vous est posée par Chantal. Oui, bonjour Madame la Présidente. La surprise de lundi, la motion de rejet que vous aviez déposée a été adoptée. D'abord, est-ce que vous êtes satisfaite, fière du résultat? Et est-ce que vous y attendiez? Alors oui, je suis fière du résultat. Je pense que le texte porté par le ministre de l'Intérieur est un texte qui est marqué par toutes les obsessions identitaires du Rassemblement national, que les débats qui étaient devant nous sur ces 2 semaines de débats auraient été des débats pires que ceux qu'on a vus en commission. On a vu un Rassemblement national qui pouvait finalement dérouler l'ensemble de ces mensonges et qui avait contre lui uniquement les écologistes et la gauche. Et pour nous, il était impossible de voir notre Assemblée se transformer en chambre d'écho du fantasme du Rassemblement national. En plus, on voyait un ministre qui était déjà en train de lâcher à la droite. C'est-à-dire, si on reprend son intervention avant la motion de rejet, il ouvre déjà la porte à des reculs sur la reconnaissance des travailleurs sans papier. Il dit qu'il y aura une obligation de débat sur les quotas. Il dit qu'il y aura de nouveau le délit de séjour irrégulier. Donc en fait, très clairement, le ministre est en train de courir après la droite. Donc nous aurions un débat où on aurait vu un ministre céder sur l'ensemble des demandes de la droite. Donc je pense que c'était une bonne chose et que beaucoup de personnes attendaient un peu un coup d'arrêt sur ce texte. Oui, en fait, vous doutiez quand même de la puissance de vos arguments, parce que vous auriez pu aussi, vous, développer vos arguments devant les Français, à l'intérieur de l'hémicycle, parce que c'est retransmis et autres. Quand vous dites, oui, le RN aurait pu, mais vous auriez pu le contrer. J'ai alors absolument aucun doute sur la puissance de nos arguments. Là où j'ai un doute, c'est sur la solidité de nos alliés. Je sais qu'il y a une majorité de nos alliés que nous avons au sein de la majorité, je précise. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, les écologistes de la gauche sont totalement unis. Par contre, nous savons que nous avons au sein de la majorité des personnes qui avaient mis des lignes rouges, qui ont des idées humanistes. Ces personnes-là, on ne les a pas entendues pendant les débats en commission. Il y a eu un silence de la majorité qui était assourdissant. Et en fait, et à l'inverse, on voit bien une droitisation du débat. En fait, il faut imaginer quand même ce que ça veut dire pour des personnes d'entendre des propos, même s'ils ont des gens qui les contredisent, même si des gens qui viennent avec des éléments argumentés, chiffrés, d'entendre une litanie de propos racistes, c'est extrêmement violent. Et je pense que éviter à la France de vivre pendant 15 jours au rythme du débat racisme, c'était une bonne chose et c'était un bol d'air frais. Et pourtant, en commission, la plupart des articles qui avaient été introduits par la droite au Sénat ont sauté. Alors, la plupart non, il en reste quand même un certain nombre. C'est-à-dire que nous avons eu, effectivement, notamment le rétablissement de l'AME, nous avons eu la fin de la caution pour les étudiants, très bien. Et d'ailleurs, la majorité ne l'a pu le faire que parce que les écologistes et la gauche ont voté avec eux pour supprimer ces éléments. Mais on voit bien que plutôt que de se dire on peut continuer à avoir un texte qui revient sur la restriction du regroupement familial, qui revient sur le durcissement des conditions pour les étudiants, qui revient sur les restrictions en termes de soins pour les étrangers, et bien en fait, à l'inverse, on avait un ministre qui était prêt à céder à la droite. C'est-à-dire ce que nous avions obtenu en commission, de toute façon, le ministre est très prêt à revenir dessus pour pouvoir satisfaire la droite. Enfin, son discours est sans ambiguïté. C'est quand même un discours dans lequel il va même jusqu'à ouvrir en disant « Ne vous inquiétez pas, la loi n'empêche pas la révision de la Constitution ». Donc on voit bien que tout était ouvert dans les discussions avec les Républicains au début de ce débat sur le texte immigration. Et quand vous entendez la Première ministre, le gouvernement, la majorité, vous dire que vous avez mêlé vos voix à celles de l'extrême droite, comment vous réagissez ?
Alors, nous n'avons pas mêlé les lois. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous avions déposé une motion de rejet. Une motion de rejet sur un texte qui était mauvais. Je rappelle, une motion de rejet, il n'y a pas de texte. C'est-à-dire que... Le Rassemblement national avait la même motion. Non, alors non, le Rassemblement national n'avait pas déposé de motion de rejet. Les groupes qui avaient déposé une motion de rejet étaient les écologistes, les socialistes, la France insoumise et les républicains. Ce sont les écologistes qui ont été tirés au sort pour défendre ces motions de rejet. J'en suis très fière et je pense que c'était une bonne chose. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut rétablir. Les Rassemblements nationaux n'avaient pas déposé de motion de rejet, premièrement. Deuxièmement, moi, je veux que Mme Borne me dise, est-ce que les 21 lois de ce gouvernement sur 44, ça veut dire 48% des textes du gouvernement adoptés avec les voix du Rassemblement national, est-ce qu'elle les met à la poubelle? Est-ce qu'elle considère que son gouvernement est soutenu par le Rassemblement national sur l'ensemble de ces lois? C'est 21 lois, c'est des chiffres publics, c'est-à-dire que 50% des textes du gouvernement sont adoptés avec le soutien du Rassemblement national. 50% des textes. Est-ce que l'ambiance qui a présidé à ce débat et tout vous paraît quand même pas un peu dangereuse, quoi, parce que bon, il y a eu l'incident mais bien sûr qu'il y a de Jean-René Cazeneuve qui dément, mais qui vous a menacé de la pire des indignations de la libération, à savoir d'être tondu, avec tout ce que ça signifie quand même. Et vous avez demandé des sanctions ce matin Alors, il y a deux choses. Il y a ma crainte. Climat et puis... Le climat, je répondrai bien sûr sur Jean-René Cazeneuve. La première chose, le climat, oui, on est extrêmement inquiet. Mais on est inquiet depuis des mois. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ce débat sur l'immigration, il est en cours depuis décembre 2022. Décembre 2022, c'est la date à laquelle on a le premier débat sur l'immigration. Le débat 50, l'article 50-1, où on a le débat sur l'immigration qui ouvre en fait cette longue séquence où on a un texte qui arrive au Sénat, qui s'arrête, qui reprend. Et en fait, ça fait 1 an qu'on a ces débats-là. Et sur ce débat-là, ce qu'on a vu pendant ces 1 an, c'est une parole xénophobe qui se renforce. C'est un président de groupe au Sénat qui va sur une radio de très grande antenne au moment des émeutes, expliquer quand même à des Français qui ne sont pas tout à fait français. Il dit de jeunes, ils sont de deuxième ou de troisième génération, ils sont en régression vers les origines ethniques. Enfin, on est sur un niveau de débat d'une violence, d'une démagogie, d'un populisme, d'une dangerosité extrêmement grave. C'est-à-dire que non seulement on est sur des mensonges sur la question de l'immigration, mais en plus on est sur un débat où pour toute une partie de la classe politique, finalement, il fracture les Français. Ils considèrent que certains Français le sont moins que d'autres. C'est inacceptable. Donc oui, bien sûr, je suis extrêmement inquiète du niveau de débat, extrêmement inquiète de la violence et de tous les fantasmes qu'il y a derrière ce débat. Ça, c'est la première chose. Et donc oui, c'est des tensions qui se retrouvent dans l'hémicycle. Et moi, j'ai toujours assumé qu'il fallait du débat politique, même de manière qui peut être de manière virulente, parce qu'on vient tous avec nos convictions, même quand je ne les partage pas. Je sais que les personnes qui sont dans cet hémicycle, elles sont là pour défendre des choses en lesquelles elles croient. Par contre, je pense que les limites s'arrêtent aux menaces, et notamment aux intimidations sexistes. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que quand je viens de prendre la parole, je viens de questionner la Première ministre, et en fait, finalement, j'imagine que mes propos ont déplu, parce que j'ai rappelé exactement ce que je vous ai rappelé, c'est-à-dire que les textes du gouvernement avaient, pour 50% d'entre eux, été soutenus par le Rassemblement national. Voilà, il a commencé à me dire, c'est pas vrai. Je dis, c'est public comme élément, n'importe qui peut aller vérifier sur Internet. Et là, effectivement, il a ces propos-là. Il dit, tu vas être tondu. Et donc moi, je veux le rappeler, en fait, la question de la tonte des femmes, c'est d'abord une attaque à leur intégrité physique, c'est une attaque à leur féminité, c'est ça, la suppression, le fait de la tonte, et surtout, c'est l'humiliation publique, c'est la violence, et ça se fait à un moment où les femmes, pendant la guerre, ont assumé des responsabilités familiales, des responsabilités économiques, où elles ont eu des libertés, où elles ont eu des responsabilités dans la résistance, et ce moment-là, le moment où on tombe les femmes, c'est le moment où on leur dit « retournez à votre place ». Et en fait, on ne tombe pas les résistantes, quand même. Non, pas celles qui étaient dans la résistance. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, non, mais bien sûr, non, mais on tombe les femmes qui soit ont collaboré, soit dont on estime, en fait, quand même, dans cette liberté, il y a aussi la liberté sexuelle. Bien sûr qu'on ne tombe pas les résistantes, mais en fait, derrière ça, à ce moment-là, à ce moment de la libération, qu'est-ce que c'est ce moment de la libération ? Et cette violence-là, il faut savoir qu'il y a eu des tontes, mais il y a aussi eu de nombreux viols de femmes à ce moment-là, et c'est quand même ce moment où il y a une reprise en main. C'est-à-dire, on redit quand même aux femmes, voilà, en fait, vous avez eu des libertés, il n'y en aura plus. Et il y a quand même ce message-là derrière. Et je l'ai dit dans mon papier, malheureusement, l'insulte de collabo est
a déjà été utilisé dans cet hémicycle, qui est déjà une insulte outrancière, parce qu'en fait, on nous dit qu'on est traître à la patrie et collaborateur du nazisme. Si Jean-René Cazeneuve a eu ces mots-là, je n'aurais pas écrit. Pourtant, je les aurais considérés abjects, j'aurais été en désaccord total. Mais sur la question de la tonte, c'est bien parce que c'est une attaque féministe, c'est bien parce que c'est une intimidation. Et c'est bien parce qu'en fait, il considère qu'en tant que femme, finalement, je dois me taire, que je saisis le bureau et demande une sanction. Parce qu'en fait, ces propos-là, il ne les aurait jamais tenus devant un homme. Donc jamais. là, vous avez saisi le bureau ce matin et vous n'avez pas la suite. Non. On saura plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire sur comment expliquez-vous que le Rassemblement national ait voté cette motion alors même que vous pensez qu'il avait intérêt au débat, il avait intérêt à exposer ses thèses? Moi, je ne cherche pas à expliquer les votes du Rassemblement national. Non, mais en fait, ils nous ont habitués au coup d'éclat depuis le début. Et moi, ce que je regrette, en fait, c'est que tout le débat s'est tourné finalement sur est-ce que le Rassemblement national va voter ou pas la motion de rejet. Il y aurait eu une autre solution. Je vous l'ai dit, au sein de la majorité, je sais qu'il existe de nombreux députés qui ne sont pas très à l'aise avec ce texte, qui ne sont pas en plus très à l'aise avec la position qui est d'aller chercher continuellement le compromis avec les Républicains, quitte à renier toujours sur les lignes rouges. C'est-à-dire au début, on dit s'il n'y a pas de régularisation des travailleurs sans papier, je ne la vote pas. Après, on dit oui, il y a une régularisation, c'est une expérimentation jusqu'en 2028, non mais ça va. Et là, on allait encore reculer. En fait, je pense qu'à un moment, et je comprends la loyauté, politique, la loyauté envers le président de la République, la loyauté envers son groupe, mais la loyauté, ça ne peut pas être l'obéissance. Et si en fait les députés de la majorité qui pensent que ce texte est mauvais avaient voté avec nous, nous n'aurions pas eu un Rassemblement national qui aurait été mis au milieu des débats. Et en fait, quand on renie ses convictions, c'est ce que ça donne. La crise politique en eût été, comme on dit, plus grave encore. Oui, mais la crise... Mais d'un autre côté, les choses auraient été plus francs. C'est-à-dire que là, on est sur un débat... en fait, la crise politique, elle est là, et la question est de savoir quel est l'équilibre et quelle est la ligne sur ce texte-là. Est-ce qu'en fait, à un moment, on pense vraiment qu'on peut continuer continuellement à durcir les conditions d'immigration, à leur enlever les soins, à leur enlever... Enfin, on a quand même dans les propos, ce qui avait été adopté, bien sûr, heureusement supprimé par la Commission, sur le fait, par exemple, qu'il faut attendre 5 ans pour avoir le droit à un différent type d'aide. Enfin, c'est le programme du Rassemblement national. Je veux dire, on en est là. On est là sur un Sénat qui a voté textuellement des articles qui sont des copier-coller des textes du Rassemblement, des propositions du Rassemblement national. Donc je pense qu'il y a un débat moral, qu'il y a un débat éthique, qu'il y a un débat politique, et qu'en fait il est sain que les gens se positionnent pas uniquement en fonction de leur carte et de leur appartenance politique, mais par rapport à leurs croyances et leurs convictions profondes. Si, in fine, le texte, s'il était adopté par la commission mixte paritaire, on va en parler dans un instant, et si ce texte était finalement beaucoup plus proche de celui du Sénat, puisque c'est ce texte du Sénat qui sera examiné, et finalement débouche sur ce que vous regrettez ou déplorez, à savoir un durcissement assez fort des conditions liées à l'immigration. C'est le reproche que fait finalement Clémentine Autain en disant le rejet de ce texte, peut aboutir à une situation qui serait, de votre point de vue, pire que le texte du gouvernement. Alors, moi, je ne partage pas cette analyse. Le risque est réel d'avoir un durcissement du texte, mais le risque était réel avant même la motion de rejet. Pour quelle raison? La première chose, c'est que la commission mixte paritaire n'arrive pas parce qu'il y a eu une motion de rejet. Il y aurait de toute façon eu une commission mixte paritaire après les débats et après l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. Croire que le Sénat ne serait pas venu avec sa copie du texte et n'aurait pas cherché à durcir encore un texte adopté par l'Assemblée nationale est faux. Dans tous les cas, il y aurait eu une CMP et dans tous les cas, il y aurait eu un durcissement au sein de la CMP. Deuxièmement, je vous l'ai dit, le ministre a donné tous les gages à la droite dans son discours. Et donc, de toute façon, nous aurions eu un texte qui serait sorti de l'Assemblée avec la légitimité de l'Assemblée, qui aurait été encore plus durci que le texte de la Commission. Là, au moins, on va dire que le seul texte adopté et discuté est quand même un texte sur lequel on a supprimé un certain nombre de choses. Donc, en fait, la responsabilité du durcissement, il repose sur deux acteurs politiques. Un, le ministre de l'Intérieur, jusqu'à quel point il a encore continuellement, ça fait 1 an qu'il se fait balader par les Républicains, jusqu'à quand il va courir pour essayer de les satisfaire, et deux, la majorité. Est-ce qu'ils vont s'asseoir sur les lignes rouges qu'ils avaient établies?
En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si une partie de la majorité dit nous, nos lignes rouges, elles sont claires, si vous cédez en CMP, nous ne voterons pas le texte à l'Assemblée, il n'y aura pas de texte. C'est bien l'Assemblée qui a le dernier mot. C'est pas la CMP et c'est pas le Sénat. Et quel est votre scénario pour cette CMP, du coup ? Les propos du ministre de l'Intérieur ne me rendent pas très optimiste. Vous pensez qu'elle sera conclusive ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point les LR seront jusqu'en boutistes. Voilà, c'est un texte vraiment où j'assume depuis le début de ne pas savoir comment ça va se finir, parce qu'on voit bien que chacun joue une partition politique assez difficile à lire. Donc non, je ne sais pas. Je pense que la majorité va continuer à essayer de tout faire pour plaire aux LR. Je ne sais pas si finalement les LR resteront copie du Sénat ou rien. Et je pense et j'ose espérer que le texte du Sénat ne serait pas adopté dans cette Assemblée. Pour reprendre le fil, est-ce que vous ne trouvez pas que le gouvernement a fait une erreur en présentant son projet directement au Sénat, l'un des textes les plus importants? Est-ce que, en tant que député, vous auriez souhaité que ce soit d'abord à l'Assemblée nationale? Alors, je pense que c'était une tactique de la part du gouvernement de présenter le texte d'abord au Sénat. Et c'est une tactique dont on avait parlé au ministre de l'Intérieur dès qu'on l'a vu il y a un peu plus d'un an. On lui avait dit « Nous ne sommes pas dupes, vous le passez au Sénat, le texte sera durci. Et donc quand vous allez arriver à l'Assemblée nationale, vous allez dire « Regardez, c'est fantastique, on a amélioré le texte. » Oui, un texte qui, de toute façon, aura été considérablement durci. C'était sa manière de vouloir faire valoir le en même temps, de dire « Regardez, ça a été très dur, moi je vous propose une copie moins dure, finalement, je défends un équilibre. » Donc c'était une stratégie dans laquelle le ministre s'est pris les pieds dans le tapis, en fait. À force de vouloir jouer sur des deux côtés, à se monter très à droite au Sénat et conciliant à l'Assemblée, en fait, ça ne marche pas. C'est quand on n'est pas cohérent dans les débats entre les deux chambres, ça se voit. Est-ce que vous pensez que cet épisode signe un peu la fin de la capacité de la majorité relative et du président de la République de faire de profondes réformes ? Malheureusement, les réformes qu'il fait, en vrai, il les fait avec la droite. Enfin, en fait, on a un gouvernement de droite. Enfin, je vais pas. Ça serait plus simple et plus clair pour tout le monde s'ils assumaient enfin la coalition. Mais en fait, les grandes réformes que veut faire le président, c'est les retraites qu'il a imposées par le 49.3 contre tout le monde, et c'est détricoter tout ce qui est le droit social et le système de sécurité sociale. Donc, il a pu passer les lois qui sur l'indemnisation sous chômage. Il a pu passer la loi sur le conditionnement du RSA. Donc, en vérité, en même temps est mort depuis très longtemps, et donc il fait passer des lois très à droite, sur lesquelles nous sommes en opposition totale, mais où il a un allié qui s'appelle les Républicains, et voilà, ça dépend des circonstances, un Rassemblement national qui vote une fois sur deux avec eux. Du côté, vous aussi, vous votez une fois sur deux avec eux? Non, je pense que si vous... non, vous regardez, je crois qu'on a 5 textes du gouvernement sur lesquels on a mis du soutien. Ah, vous voulez parler du RN? Mais nous, on propose pas du RN, du parce que si on regarde les textes de la niche écologiste, je peux vous garantir que le Rassemblement national n'en a voté aucune et était en opposition très forte. Et si vous regardez les textes adoptés par les écologistes avec un soutien des textes du gouvernement, alors je crois que c'est 5. Enfin, pour le coup, c'est pareil, c'est public, vous pourrez aller voir, mais c'est pas une fois sur deux, je vous le garantis. Mais comme la gauche et vous-même aviez dit d'emblée pratiquement, pas question de voter le texte sur l'immigration, ce gouvernement devait bien aller chercher des voix pour le faire passer, puisqu'il ne voulait pas passer par le 49.3, et donc il était obligé d'aller les trouver chez LR, non? Puisque vous aviez quand même dit d'emblée, les socialistes, LFI... non, il n'est pas question de voter ce texte. On a dit d'emblée non sur un texte qui était mauvais. C'est-à-dire que, et moi je reconnais, s'il avait voulu aller chercher les noix de la gauche, et nous lui avions dit, il fallait un autre texte. Bien évidemment, on aurait pu avoir... Si on avait fait le texte, si c'était un texte qui était sur la question qui rétablissait l'AME après le Sénat, qui enlevait tout ce qui était les restrictions sur le regroupement familial, sur les étudiants, qui par contre allait plus loin sur la régularisation des travailleurs sans papier, bien sûr qu'on aurait voté le texte. Mais après, on a un désaccord de fond, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreux articles qui nous semblent dangereux. Et encore une fois, moi j'ai été très étonnée dans les débats en commission. On débat comme si il n'y avait pas eu déjà 29 lois ces 40 dernières années.
On a l'impression, quand on les écoute, en disant rien n'a été fait, il faut absolument faire quelque chose. C'est le cas par exemple du regroupement familial. Quand on les écoutait, on a l'impression que n'importe qui, dans n'importe quelle condition, pouvait prétendre au regroupement familial. Quand on regarde le texte aujourd'hui, l'article dans le code, il est extrêmement strict déjà. Il faut avoir des moyens suffisants pour faire venir sa famille, il faut avoir un logement adapté, il faut répondre aux valeurs de la République. Donc en fait, tout est déjà écrit. Donc en plus, on a un débat qui est non fondé en droit et non fondé sur les faits. C'est quand même extrêmement problématique. Donc bien sûr qu'on s'y est opposé. S'il avait voulu présenter un autre texte, il aurait un texte sur les régularisations, il aurait eu les soutiens de la gauche. Et la deuxième chose, ce que je voudrais quand même préciser, effectivement, on a voté très peu de textes avec cette majorité. Mais c'est parce qu'en fait, cette majorité, enfin du gouvernement, ce gouvernement fait le choix sciemment de ne pas passer des textes sur lesquels il pourrait travailler avec nous. Il y a des textes sur lesquels on leur a dit qu'on pourrait travailler avec eux. Par exemple, une loi de programmation des mobilités. La loi de programmation des mobilités, on a eu un vote qui me semble quasi unanime ou unanime au Conseil d'orientation des infrastructures. C'est pas la copie parfaite, c'est pas la copie écolo, mais c'est une copie qu'on a votée parce qu'elle est conforme à une logique de transition énergétique où il y a des investissements importants. Nous, on a dit au ministre, on a dit si vous reprenez ces orientations-là, on est prêt à travailler avec vous, on est prêt à voter avec vous. Bien sûr, si vous ne nous mettez pas au milieu 5-6 projets autoroutiers climaticides, mais si on reste sur les équilibres votés en Conseil d'orientation des infrastructures, on vote. Mais ce texte-là, il n'est toujours pas sur la table. Mais il y en a plein comme ça, des textes sur lesquels ils pourraient venir travailler avec les écologistes, avec la gauche, pour avoir des mesures plus fortes en termes de climat, pour avoir des mesures plus fortes en termes de transition. Ils ne font jamais ce choix-là. Jamais. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les mesures qu'ils veulent mettre en œuvre. Est-ce que vous estimez que cette séquence, avec cette motion de rejet, vous confère un gain politique? Comment vous pouvez le mesurer? En fait, c'est pas comme ça, moi, que je me suis posé la question. La question, elle est, je veux dire, on est dans un débat politique majeur et je pense qu'il y avait un moment de démontrer qu'on a tout fait, et c'est moi ce que j'ai dit, moi j'avais fait une soirée 2 semaines avant à une réunion publique avec des habitants de ma circonscription, je leur avais dit on fera tout pour le faire échouer. Et donc c'est montrer qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui se battaient pour faire échouer ce texte. Moi j'ai vu des dizaines de messages que j'ai reçus de personnes qui travaillent dans des associations de droit au logement, d'accompagnement des réfugiés, qui m'ont dit mais ça fait du bien. Donc en fait la question c'était de se dire ce texte-là, la dangerosité de ce texte, elle ne peut pas passer inaperçue. Donc après, la question, ce n'est pas toujours en question de gain politique. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus conforme à ses valeurs, à ses idées et aux engagements qu'on a pris devant ses électeurs. Et donc, sur ces 3 volets, moi, je suis extrêmement confiante que le bon choix était le rejet du texte. Bonjour, Jacques Hébert, indépendant. Il y a un autre endroit où l'ambiance est plus que tendue, c'est au sein de la NUPES. Alors, je voulais savoir quand est-ce que vous quitterez la NUPES ? Avant, j'imagine, les élections européennes. Vous avez pris cette décision ou pas? Vraiment, la décision. Oui, mais la décision du groupe écologiste est connue. Le groupe écologiste est pour l'union de la gauche et des écologistes, et nous appelions à une assemblée générale de l'ensemble des parlementaires de la NUPES. On pense que le programme qu'a porté la NUPES, cette rupture programmatique était nécessaire, et maintenant, pour que l'union fonctionne, il faut faire une rupture dans les pratiques politiques. C'est-à-dire que l'une des choses qui, je pense, n'a pas fonctionné, d'être sur un programme qui dit on veut la 6e République, on veut plus de régionalité, plus de participation, et continuer à avoir un fonctionnement vertical. Ça ne marche pas. Donc oui, on a appel à des changements, mais je ne pense pas que les écologistes et la gauche arriveront au pouvoir sans union. Donc nous, on continuera à être des acteurs convaincus du fait de faire cette union de la gauche et des écologistes. Bon, ben, ça permet une transition, sauf s'il y avait encore d'autres questions sur l'immigration. Mais juste l'union, mais vous ne la faites pas aux européennes? Oui, mais parce que la NUPES, c'est un projet pour la France. C'était des élections législatives, c'était la question de comment on gouverne ensemble ce pays. Sur les européennes, on a une collaboration avec nos partenaires de gauche au Parlement européen. Par contre, il est vrai qu'on n'a pas... le même imaginaire sur l'Europe. C'est-à-dire que moi, je suis écologiste, je crois profondément que l'Europe, c'est l'échelon indispensable pour faire face aux questions, face au réchauffement climatique, qu'on doit avoir des solidarités européennes. Donc on a beaucoup parlé des migrations, mais sur cette question-là, sur les questions sociales, la manière dont fonctionne l'Europe aujourd'hui ne me convient pas, mais je pense qu'il faut la changer. Je sais que j'ai des partenaires qui vont avoir un rapport, on va dire, plus pragmatique sur l'Europe, en disant il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on ne prend pas, et c'est leur droit.
Mais je pense que la campagne qu'on fait dans un scrutin, en plus qui est différent à la proportionnelle, ça ne sera pas la même campagne. Et ça ne nous empêchera pas de travailler ensuite ensemble au niveau européen. Et je pense même que le fait d'assumer qu'on ait des positions différentes sur l'Europe, pas contradictoires, mais différentes, et d'être capable ensuite de construire, ou en même temps de construire un projet pour la France, ça monte à des électeurs qui peuvent avoir des avis différents, qu'on sait partir de points de vue différents et construire des compromis. Moi, je pense que les gens, ils ont envie de savoir qu'on construit des compromis. Et on l'a fait sur certains sujets. Je sais que c'est un sujet qu'on a peu traité, c'est la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, on a abordé des sujets sur lesquels on a des désaccords importants. L'OTAN, par exemple. Sur l'OTAN, la France insoumise est pour sortir de l'OTAN, les écologistes sont pour rester dans l'OTAN, mais avoir un rapport de force plus équilibré au sein de l'OTAN. Donc on a quand même des positions qui sont claires, des positions qui sont connues. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé ensemble et on a même abouti, on a pu déposer un amendement ensemble. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Par exemple, on est d'accord que sur l'OTAN, c'est l'Assemblée, c'est le Parlement qui doit décider si on reste ou pas dans l'OTAN. Donc on a un amendement qui dit, déjà, tous les 5 ans, le Parlement doit se prononcer sur est-ce que la France reste ou pas dans l'OTAN. Ça veut dire qu'on a les deux possibilités, mais ça veut dire qu'on a aussi la possibilité de rester. Et dans cet amendement, on dit aussi, et si on reste, il faut que le Parlement donne un mandat à la France, parce que c'est bien d'être dans l'OTAN, c'est encore mieux de savoir ce qu'on y demande, ce qu'on y fait, et sur quoi on agit. Et ça, on l'a dit, et on l'a dit ensemble. Et je trouve que ça démontre comment, sur des sujets où on a des points de vue différents, on arrive à construire des positions communes, et d'ailleurs qui sont d'autant plus solides qu'en fait, elles sont nées d'un débat et d'un débat contradictoire. Oui, Daniel Cohn-Bendit vient de lancer une idée qui est celle de regrouper un peu les Verts, les socialistes, etc., derrière Glucksmann. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire aux européennes? Vous dites non. Et est-ce que c'est une bonne idée? Alors, non, ça ne se fera pas. Aujourd'hui, les écologistes ont décidé. Nous aurons une liste qui est menée par Marie Toussaint, qui est tête de liste de la liste des écologistes aux européennes. Et je pense que si les écologistes partent aux européennes, c'est pour défendre leur vision de l'Europe. Verts et je ne sais plus qui encore. Les radicaux de gauche, ça les va radicaux de gauche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le périmètre politique de la NUPES, c'est-à-dire que ça aille du PS à la France insoumise, est le bon périmètre politique. Parce qu'on a beaucoup parlé des points d'amélioration et de travail qu'on a à faire avec la France insoumise. On en a aussi avec le Parti socialiste, typiquement sur les questions des projets autoroutiers. Et donc moi, je pense que ce qui fonctionne aujourd'hui dans l'équilibre qu'on a trouvé, c'est justement qu'on ait les insoumis, les écologistes, les socialistes et les communistes. Et quels espoirs, quels objectifs vous fixez pour ces européennes? Pardon? Quels objectifs, quels espoirs vous avez en termes de résultats pour ces européennes? Dont on dit que traditionnellement, c'est un scrutin qui réussit plutôt à votre famille politique. Est-ce que cette fois-ci, les conditions sont réunies pour qu'ils réussissent à nouveau? Alors, déjà, j'espère le meilleur possible. Moi, j'ai confiance dans notre tête de liste et dans le travail qu'elle fait, qui, je trouve, depuis 5 ans, est remarquable au Parlement européen. Après, on est dans un contexte beaucoup plus dur qu'aux dernières élections européennes. Ça, on le sait, les dernières élections européennes, elles se sont tenues à un moment où on avait eu les marches pour le climat, où il y avait un mouvement très jeune, très fort sur la question climatique. Là, on tient des élections européennes dans un moment où l'ensemble de l'actualité est saturé par la question de l'immigration. Donc on est dans un contexte beaucoup plus difficile socialement également. C'est-à-dire que si on veut réussir, on doit aussi prendre en compte la paupérisation, le fait qu'il y ait de nombreux Français qui soient tombés dans la pauvreté, qu'il y en ait d'autres qui aient peur de tomber dans la pauvreté. Et il faut leur montrer qu'on va se battre au niveau européen pour avoir des protections. Et c'est notamment la question de la proposition de Marie Toussaint, de dire en fait il faut vérifier que les lois qui passent au niveau européen ne pénalisent pas les 10% les plus pauvres. Donc en fait, on doit aussi convaincre que sur cette question sociale, nous avons beaucoup à apporter et que c'est une question que nous porterons. Parce que, et je pense que c'est ce qu'incarne sa candidature, c'est-à-dire que la question environnementale et la question sociale ne peuvent pas fonctionner séparément. C'est-à-dire que c'est une seule et même question aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de critiques sur le lancement de la campagne. Qu'est-ce que vous répondez, notamment à la fameuse danse sur scène?
Oui, je vois, je crois que tout le monde a vu les images de la fameuse danse sur scène. Moi, je répondrais que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que les écologistes ont lancé leur campagne. C'est déjà ça de gagner. Maintenant, on a 1 an pour convaincre toutes ces personnes qui sachent qu'on a lancé notre campagne, que le bulletin écologiste est le bon bulletin à mettre dans l'urne. Je voudrais savoir quelles sont vos relations avec Soulèvement de la Terre, Extinction Rébellion. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce que vous considérez qu'ils vous gênent dans votre action politique ? Ah non, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Je veux dire, aujourd'hui, mais parce que quand on est écologiste, on a une famille large et diverse, et que les soulèvements de la Terre font aujourd'hui partie, ou Extinction Rébellion, font aujourd'hui partie des acteurs qui défendent, qui mettent à l'ordre du jour la question environnementale, qui défendent la protection de la planète. On a manifesté avec eux contre les bassines, on a manifesté avec eux contre le projet du... Vous approuvez toutes leurs méthodes ? Moi, j'approuve, mais la position des écologistes est connue, c'est-à-dire qu'on assume la désobéissance civile. On l'a toujours assumé quand on a fait du fauchage d'OGM. On pense que la désobéissance civile est peut-être légitime. Par contre, pour nous, c'est une désobéissance civile non violente. Et je pense que la décision du Conseil d'État de refuser la dissolution des soulèvements de la Terre montre que les soulèvements de la Terre, aujourd'hui, sont un mouvement qui sont dans cette logique de désobéissance, sont très majoritairement dans une logique de désobéissance non violente. Autre question sur les européennes ? Non. On peut parler peut-être de la COP ce matin, oui. Avec cette conclusion pour une transition vers la sortie des énergies fossiles, donc pas forcément l'arrêt immédiat qui était espéré sans doute par de nombreux écologistes. Comment vous réagissez ? Vous considérez que c'est un projet d'accord qui est bon ou pas ? Alors déjà, il faut savoir que étonnamment, les fossiles n'ont été mentionnés qu'une seule fois lors d'une précédente COP, alors qu'on est à la 28e COP. Donc les fossiles, la sortie des fossiles, c'est un début. Après, nous, on espérait des choses contraignantes, des dates. En fait, il y avait 3 choses. Il y avait et je pense que c'est là où on peut avoir un regret d'avoir un moratoire immédiat sur les nouvelles infrastructures, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain, mais par contre, un moratoire sur les bombes climatiques. Oui, c'était pour nous indispensable. Deuxièmement, une date ferme de sortie des fossiles, parce qu'en fait, c'est logique, personne ne peut se projeter dans la sortie si on ne sait pas à quelle date on sort. Il faut faire un rétroplanning quand même de la sortie, ça se prépare, ça se travaille en termes d'orientation des investissements, de gestion des infrastructures, de leur fermeture, parce qu'il va falloir fermer des infrastructures pétrolières avant la fin de leur durée d'exploitation. Donc on a besoin d'une date en dur extrêmement ferme, et aussi des moyens contraignants si jamais les objectifs permettant la sortie ne sont pas respectés. Donc on va dire que le fait qu'il y ait fossile, je pense que c'est déjà une bonne chose. D'assumer dans une décision qu'il faut aller à la sortie des fossiles, c'est indispensable. Après, quand il nous reste 7 ans, il faut être beaucoup plus dur, et sur les dates, et sur les moyens, et sur les conditions de la sortie. Et vous considérez que l'Union européenne et la France ont poussé dans le bon sens ? Je considère que en fait, moi, mon problème avec la parole de la France, c'est qu'elle n'est pas cohérente. C'est-à-dire que oui, elle a été forte, elle a poussé sur la sortie des fossiles, tant mieux. Je pense que la parole de la France aurait été beaucoup plus forte si, dans le même temps, elle avait annoncé qu'elle interdisait les nouveaux projets de forage pétrolier en Gironde. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est très bien d'aller dire aux gens, il va falloir sortir, et les gens vous disent, oui, vous êtes sympa, et donc là, vous faites quoi ? À un moment, on ne peut pas être incohérent dans son propos. Si on pense vraiment, et nous en sommes convaincus, qu'il faut sortir des fossiles, nous ne pouvons pas laisser de nouvelles infrastructures s'installer, qu'elles soient gigantesques comme ICOP, ou qu'elles soient de taille qui paraît minime comme le projet en Gironde. En fait, nous ne pouvons plus avoir de nouvelles infrastructures ou d'extension des infrastructures existantes. Ce n'est plus possible, ce n'est plus soutenable. Donc si la France veut avoir une parole qui porte, il faut qu'elle soit cohérente dans son action avec ses paroles. Ça ne peut pas être aussi des moyens temporaires, le temps que les énergies renouvelables atteignent le niveau espéré ? Alors, les forêts, là on parle de puits pétroliers, donc globalement sur du pétrole, non, le pétrole ne va pas être temporaire. En fait, aujourd'hui, on a une addiction au pétrole. Il faut imaginer que le pétrole, c'est forcément ce qui fait fonctionner notre voiture, mais c'est dans le plastique, c'est dans certains de nos vêtements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est complètement accro.
Donc il faut assumer qu'il y a une période de sevrage de la question du pétrole, et pour ça, ça ne peut pas se faire en continuant à ouvrir des infrastructures. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter les choses. Il faut dire, voilà, on ne développe plus de nouvelles infrastructures et on va commencer à programmer la sortie, et donc c'est-à-dire à identifier tous les endroits où il y a du pétrole et à commencer à voir comment on a une alternative. Je pense qu'on a su s'habiller sans pétrole, qu'on pourra continuer à s'habiller sans pétrole, mais pour ça, il faut les identifier et pouvoir se désintoxiquer du pétrole. Et donc cette idée de la transition via de nouvelles infrastructures, pour moi, n'est pas suffisante. On continue à alimenter l'addiction. Quand on pense qu'on a encore 2 centrales à charbon, réouvertes par ce gouvernement. Enfin, une n'a pas été fermée. C'est Saint-Avold qui a été Cordemais n'a pas été fermée et Saint-Avold a été réouverte. Bon, la raison politique est évidente, en fait. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français, en particulier, mais la plupart des citoyens, sont prêts au sevrage que vous annoncez en un temps relativement record, quand même, parce qu'il reste peu de temps, si on vous écoute? Alors moi, je pense que les Français sont prêts, déjà parce qu'en fait, je vous le fais de tête, mais donc c'est un peu plus, il me semble, de 70% des Français qui ont déjà, alors c'est 68% ça, qui ont déjà changé leur comportement de consommation, et plus de 70% qui ont déjà pris des habitudes qui tiennent à l'économie circulaire. Donc en fait, les gens sont en train de changer. Dans leur vie quotidienne, ils sont en train... Non mais ils sont quand même en train de changer. Mais... Par contre, là où il faut que ça soit... Non mais c'est pas suffisant. Non, mais en fait... Aujourd'hui, ce qui fait que ce n'est pas suffisant, c'est que toute la responsabilité repose sur les gens. Toute la responsabilité. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il va falloir changer vos modes de vie, etc. Mais on n'amène pas de solution politique. C'est-à-dire que déjà, il y a l'impression qu'on demande à vous, à moi, à tout le monde de changer, mais qu'on ne tient pas, qu'on ne demande rien aux responsables. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un gouvernement qui est extrêmement faible face aux majors du fossile, que Total, on lui ne demande toujours rien. Et donc, en fait, s'il n'y a pas de justice dans la question de la transition, si on ne demande pas aux milliardaires, d'ailleurs, par exemple, si on n'interdit pas les jets privés des milliardaires, si on ne met pas des contraintes sur Total, et ben en fait, ça donne l'impression que l'action individuelle n'est pas suffisante face à ce qu'ils sont en train de faire, et surtout que c'est profondément injuste. Donc si on veut que ça soit accepté, il faut déjà que ça soit juste. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi accompagner, c'est-à-dire la rénovation des logements. Je pense que tout le monde est d'accord pour rénover son logement. C'est plus de confort, c'est moins cher en termes d'électricité, etc. Par contre, les gens, là où ils ont raison, c'est de dire, moi j'ai regardé, et vous pouvez regarder, c'est les chiffres du I4C, globalement, la rénovation d'un logement, ça peut coûter pour un ménage de classe moyenne ou de classe populaire à peu plus d'1 an de salaire. En fait, aujourd'hui, il faut trouver... C'est pas amorti tout de suite. Quoi. Et c'est pas amorti tout de suite, dans une période de forte inflation. Donc en fait, si le gouvernement, non seulement ne contraint pas les riches, ne met pas des réglementations fortes sur les entreprises et n'oriente pas l'argent pour accompagner les ménages dans les dépenses qui devront être faites, on n'y arrivera pas. Donc en fait, aujourd'hui, l'enjeu, il est politique et il est dans les choix politiques. À ce titre, c'est un peu passé inaperçu, mais demain, il y a le projet de loi de finances qui revient à l'Assemblée. Quel bilan vous en faites de ce projet de loi de finances, notamment d'un point de vue écologiste ? Je dis que le compte est toujours pas bon. On avait une annonce de 7 milliards d'investissements supplémentaires, notamment des investissements supplémentaires dans la rénovation thermique, justement. Donc on devait être sur plus 1,6 milliard sur la rénovation thermique, et il manque 700 millions d'euros. Donc en fait, les annonces, c'est bien. Quand le compte est juste, c'est mieux. 700 millions d'euros, oui. Autre question ? Depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu de débat au Parlement sur l'attitude de la France dans le conflit Hamas-Israël. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un débat ? Et est-ce que vous approuvez les positions du président de la République, par exemple ? Alors on a quand même eu un débat très rapidement après le Hamas, le débat sur l'article 50-1. On a pu interroger la Première ministre sur l'action de la France. Donc nous, on est prêt à continuer le débat. Mais pour le coup, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de débat sur le sujet. Après, sur la position de la France...
je pense qu'Emmanuel Macron a louvoyé. Enfin, moi, j'étais... et surtout, il faut se rappeler au début. C'est-à-dire qu'au début, il était sur le soutien inconditionnel. Après, déjà, il se déplace tardivement. Il va très tard en Israël, bien après, par exemple, les Allemands ou les Américains. Il y va tard. Il fait fuiter, parce que, bon, globalement, quand l'Élysée communique, j'imagine que c'est pas sans validation du président, qui va poser la question des colonies, etc. Il arrive le lendemain en Israël et il dit... sans prévenir personne, aucun de ses partenaires, « Ah bah vous savez, on va étendre la coalition contre l'État islamique au Hamas », sur lequel c'est un cinglant échec. Enfin, je veux dire, les Américains ont un silence poli. Donc déjà, c'est un premier échec qui n'est pas du tout en cohérence avec ce qu'il avait annoncé. Après, il revient en Belgique, où là, d'un coup, il dit qu'il va y avoir le cessez-le-feu humanitaire. Enfin, donc, en fait, on n'arrive pas à comprendre la ligne de la France. Et donc, en fait, si la ligne n'est pas claire et s'il tient un discours différent en fonction de ses interlocuteurs, ben, la voix ne peut pas être forte. Et la France était reconnue, jusqu'à Emmanuel Macron, pour avoir la parole juste. Et on n'a pas entendu la parole juste de la France. Alors, nous avons une divergence qui a été posée, sur laquelle nous avons été extrêmement clairs. Nous avons une divergence de mots à poser sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Pour les écologistes, nous l'avons dit tout de suite, c'est un acte terroriste. C'est un acte terroriste parce que ce sont des personnes qui sont rentrées dans des maisons, qui se sont attaquées à des civils de manière la plus violente, la plus sadique possible, pour les terroriser. Donc c'est le principe même du terrorisme, c'est-à-dire de faire pression sur les populations civiles par la violence pour les terroriser. Donc oui, c'était un acte terroriste. Ça a été largement documenté, c'est un désaccord que nous avons avec nos camarades de la France Insoumise. Et je pense que nos divergences a été claires, marquées, et que chacun a pu défendre son point de vue. Par contre, aujourd'hui, nous défendons, et même pas aujourd'hui, dès les premières questions au gouvernement, si on reprend les questions des écologistes, des socialistes, des insoumis, des communistes, nous disons tous respect du droit international, cesser le feu, lever du siège. Donc sur la question du fait que cette attaque terroriste barbare ne doit pas être suivie d'une violence aveugle, d'une violence qui aujourd'hui a fait, il me semble, 17 000 morts, très majoritairement des enfants, dans le cadre d'un siège où il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, où les hôpitaux sont attaqués, c'était impossible. Et ça, nous continuons à le porter ensemble. Et bien sûr, la libération des otages, c'est la libération des otages, aussi une parole que nous avons portée tout de suite et que a portée la très grande majorité de la gauche. Stanislas Noyer, journaliste indépendant, je reviens sur la motion de rejet. Il y a Delphine Batho dans votre groupe qui a voté contre cette motion de rejet en expliquant pourquoi. Et notamment, elle dit que c'est aller contre en fait, les intérêts des personnes qui aident les migrants. Quelle est votre position à ce sujet ? Alors la première chose, c'est que vous remarquerez ma cohérence, c'est-à-dire que j'ai fait une extraction de vote en expliquant aux membres de la majorité que le mandat impératif n'existait pas et que chacun devait voter en son âme et conscience, et vous remarquerez que chez les écologistes, on applique ce qu'on dit et que nous sommes cohérents. Première chose. La deuxième chose, par contre, moi j'ai une divergence d'analyse, dire qu'elle prend l'exemple de l'AME, mais aujourd'hui l'AME est dans la loi. Le fait de rejeter ce texte ne fait en rien disparaître l'AME, c'est absolument faux. Donc non, en fait, aujourd'hui, avoir rejeté ce texte, c'est un échec pour le gouvernement, mais je l'ai dit encore une fois, c'est éviter d'avoir assisté pendant 2 semaines à peu le détricotage du travail fait en commission afin que Gérald Darmanin puisse obtenir un deal avec la droite. C'est ça qui se serait passé pendant 15 jours. Voilà, c'est une analyse différente, mais nous nous retrouvons sur les valeurs qui est l'opposition totale, ferme et constante au Rassemblement national. Le dernier Conseil des ministres a acté l'inscription de la loi sur l'avortement dans la Constitution. Est-ce que là, vous êtes favorable et qu'un consensus peut-il être trouvé selon vous ? Oui, bien évidemment. Non, mais pour moi, heureusement, dans cette année et demie à l'Assemblée, nous avons vécu des grands moments qui n'étaient pas des moments violents. Le vote sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution était l'un d'entre eux. Et il est
Et pour moi, c'était extrêmement émouvant, mais surtout, je pense que cette victoire-là, c'est pas une question partidaire, c'est pas une victoire ni de la gauche ni des macronistes, c'est une victoire du mouvement féministe qui depuis des années et des années a lutté d'abord pour que le droit à l'avortement soit dans la loi, puis enfin pour qu'il soit dans la Constitution, pour qu'on ne puisse plus y toucher. Donc vraiment aujourd'hui cette victoire-là, de toute façon, ça sera la victoire de ces millions de femmes, de ces médecins, de ces infirmiers, de tous ceux qui ont fait en sorte que le droit à l'avortement aujourd'hui soit possible, et de toutes celles et tous ceux qui font en sorte qu'elles soient encore possibles, alors qu'on sait qu'aujourd'hui les conditions notamment financières et d'exercice sont compliquées. Donc sur un sujet comme ça, on va dire, enfin on fait de la belle politique. Et est-ce que vous pensez qu'il y a la moindre probabilité que le Congrès rejette cette inscription ? J'espère pas. Je n'ose pas l'imaginer. Ça serait... non, je n'espère pas. Enfin, ça serait... Pour moi, le message envoyé, quand même, serait absolument terrible. Enfin, ce que je dis, à toutes ces personnes qui se battent pour ce droit-là, et à toutes les femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, la liberté de disposer de son corps pour les femmes ne mérite pas d'être inscrite dans la Constitution. Moi je n'ose pas l'imaginer, je n'ose pas le concevoir. Sur un autre sujet qui est engageant pour la vie intime, le gouvernement a annoncé ce matin que le projet de loi sur la fin de vie serait présenté fin février et qu'il ferait ensuite l'objet d'une discussion pendant 18 mois ici à l'Assemblée et plus largement au Parlement. Est-ce que pour vous c'est la bonne méthode ? Et est-ce que vous souhaitez que ça aboutisse plus rapidement ? Non, moi je pense que sur ces sujets-là, il faut justement avoir l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. Des débats sereins, des débats posés. Il faut donner... C'est un sujet, vous l'avez dit, intime. C'est la question de déjà notre propre rapport à la mort, de ce que vivent beaucoup de personnes avec leurs proches quand ils sont face au décès d'un proche. Et donc ce temps-là, il doit prendre le temps du débat, parce que le 18 mois, c'est le temps de discussion à l'Assemblée, puis au Sénat, et les nouvelles lectures. Donc je pense qu'on s'est trop habitué à avoir des textes qui passent très vite et qu'il faut ce temps. Il faut ce temps de débat pour qu'on ait un texte qui, non seulement pour nous, aille le plus loin possible en termes de droits pour les personnes, mais aussi discuter dans les conditions d'accès. Nous, on a rencontré des représentants de la Convention citoyenne pour la fin de vie, c'est-à-dire qu'il y a la question du droit à la fin de vie, puis il y a dans quelles conditions c'est possible. Il faut qu'on s'assure que tout le monde, s'il y a un nouveau droit, tout le monde puisse y accéder, qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à l'argent. Il faut s'assurer que les personnes qui exercent ce droit aient eu tout l'accompagnement, c'est-à-dire de remettre de l'argent dans les soins palliatifs, qu'elles aient l'accompagnement psychologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le temps de s'assurer que ce texte-là soit un texte qui soit le plus juste possible. Et quelle est à l'intérieur des discussions de la Convention citoyenne, et vraisemblablement ça fera l'objet de discussions ici, à l'Assemblée, quelle est la position des écologistes concernant, par exemple, le droit accessible aux mineurs, qui a fait l'objet de discussions à la Convention citoyenne, ou du droit, l'option de retrait des soignants, dont on sait qu'une partie d'entre eux est hostile à ce texte, à ce projet en tout cas. Alors aujourd'hui, nous, on va aussi prendre le temps du débat chez nous. Bien sûr, les écologistes sont favorables au droit à la fin de vie, au droit de choisir sa mort. Après, il faut que nous, on ait les débats sur ces questions-là, qui sont effectivement des questions délicates. Il n'y a pas de décision arrêtée dans les détails. C'est-à-dire qu'on va aussi étudier le texte, voir ce qui est face à nous. Je vous l'ai dit, on a commencé à rencontrer les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. On va écouter. C'est-à-dire que ces 18 mois de débat, c'est-à-dire qu'il va y avoir des auditions de médecins, de familles, j'imagine. Donc la question aussi de ces 18 mois, c'est de se mettre dans une position d'écoute pour pouvoir justement mûrir des positions sur comment appliquer ce droit et comment faire en sorte qu'il soit le plus effectif possible, le plus juste possible. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps d'écoute et de débat. Il y a aussi un sujet lié à la durée des débats qui est que jusqu'ici, il y a un relatif consensus au sein de la société, on le voit dans les enquêtes d'opinion, autour d'un nouveau droit qu'on appelle droit à mourir, dans la dignité.
Mais il y a aussi des conservatismes qui demandent qu'à s'exprimer. Est-ce que cette durée, 18 mois, est pour vous de nature à faire entendre peut-être de façon supérieure à ce que ça représente dans l'opinion des voix qui sont très hostiles ? Je ne sais pas si c'est une question de durée. Malheureusement, je crains qu'elle s'exprime quelle que soit la durée. Et qu'à l'inverse, plus les débats seront approfondis, éclairés, sereins, moins j'espère cette contestation aura de force. Pas de risque de fracture sociétale ? Non, je ne le pense pas, parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est sur un sujet où il y a une large adhésion, mais parce que je pense que de nombreuses personnes sont aujourd'hui confrontées à cette question-là et souhaitent pouvoir permettre à leurs proches de pouvoir partir dans les meilleures conditions possibles. Donc moi, sur ce sujet-là, je ne crains pas la fracture sociétale. Je pense qu'on a une société qui est prête et qui veut justement un débat avec un peu de hauteur sur ce texte. Les conservatismes ne viennent pas toujours ou ne sont pas toujours là où on croit. On a vu là dernièrement une enseignante diffamée parce qu'elle avait montré un tableau avec des femmes nues. On a vu d'autres enseignants menacés parce qu'ils montraient des statues, donc il faut enlever des statues grecques, etc. En fait, bon, cet obscurantisme quand même qui perce, je suppose que ça vous inquiète, j'imagine, tel que je vous connais, mais que peut-on faire pour lutter contre cette régression ? Alors la première chose, je voulais dire, moi je veux déjà dire ma solidarité et mon soutien aux enseignants. On en a beaucoup parlé après le meurtre de Dominique Bernard, mais il y a une inquiétude de la part des enseignants extrêmement forte, et donc il y a un enjeu pour nous de montrer le soutien ferme, inconditionnel des enseignants, de toutes les équipes éducatives et de toutes les personnes qui travaillent au sein de l'éducation nationale. Moi, je me combats contre tous les obscurantistes, et la question, je pense, est compliquée. Je pense qu'il y a un enjeu qui est déjà... on a quand même une école qui s'est peu à peu séparée, fracturée. C'est-à-dire que les fractures territoriales qui existent dans notre territoire rejaillissent dans les écoles. C'est-à-dire que de plus en plus, on a quand même, on voit cette fracture-là. Et moi, je crois énormément à la mixité, à l'échange et au dialogue. C'est-à-dire que plus on a des territoires et des personnes qui ne se parlent pas entre elles, où on a l'impression où les gens, enfin voilà, on a des territoires qui sont ségrégés, plus en fait l'entre-soi ne permet pas un dialogue et une ouverture à l'idée de l'autre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est face à des enfants. Et il faut leur dire que c'est une erreur. Enfin, je pense que là, il y a une position très ferme, très claire à avoir, qui est que oui, on a le droit de peindre des femmes nues, oui, que d'ailleurs les femmes, qu'en fait la question de la maîtrise du corps des femmes n'est pas un sujet, que celles qui décident de leur corps, ce sont les femmes, et que oui, il y a un droit à la caricature, il y a le droit de représenter les femmes nues. Donc on est sur de l'éducation, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du rôle éducatif. Et c'est Philippe Mérieux qui avait fait un ouvrage qui est extraordinaire, qui est très fort, qui est très puissant, qui s'appelait « Enseigner après les attentats », qui revient sur cette question-là, justement, à la fois sur la peur et à la fois sur comment on a besoin de moyens et de pédagogie qui permettent justement de redonner pleinement son rôle à l'école, de pouvoir... être dans un rôle d'éducation, c'est-à-dire d'avoir un jeune, mais pourquoi tu penses ça ? Et après d'aller déconstruire peu à peu pourquoi il pense cela. Mais ça, c'est possible que si on a des enseignants qui sont soutenus, qu'on assure qui se sentent en sécurité. Mais donc là, on voit plutôt que les choses se sont malheureusement dégradées. Et il y a une vraie question de comment on revient à un rôle vraiment éducatif et de déconstruction de ces images et de ces représentations, parce qu'encore une fois,
Ce sont des enfants, et donc je pense qu'ils répètent aussi des choses qu'ils ont entendues, et que la question de l'école, c'est de les confronter à la vie de l'autre et de les amener justement à l'émancipation et à eux-mêmes se faire un avis sur le monde, sur la société. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. J'ai capté au niveau national pour l'économie, réglementation des entreprises et taxation des riches. Je ne sais pas si vous avez autre chose en magasin, vous pouvez nous le dire. Et puis j'ai fait 2 autres petites questions, mais au niveau européen. Est-ce que vous êtes pour l'élargissement, jusqu'où? Jusqu'aux Balkans? Et puis sur l'Ukraine, alors est-ce que vous pouvez nous dire clairement s'il faut augmenter l'aide, s'il faut livrer davantage d'armes, comment vraiment, jusqu'où vous allez? Alors, sur l'Ukraine, je pense que notre position était claire. Nous avons déposé un amendement qui était transpartisan sur l'augmentation de l'aide à l'Ukraine. Nous l'avons voté. Donc je pense qu'il n'y a jamais eu aucune ambiguïté des écologistes sur le soutien extrêmement fort à l'Ukraine contre l'invasion russe. En tout cas, alors après, on est dans un contexte international qui a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on voit que les États-Unis pourraient ne pas renouveler leur aide. Donc ça, c'est une grosse inquiétude. Et même avec toute la volonté qu'on a, à un moment, on ne pourra pas pallier à l'absence des États-Unis. Après, vous le savez, pour nous, ça démontre le besoin d'une Europe de la défense. Et que si on avait des moyens mutualisés, forts, coordonnés, sans doute, on ne se poserait pas les questions de la même manière. Donc voilà, on a, on va dire, un travail de long terme à faire sur l'Europe de la défense. Pour le moment, moi, je pense que l'amendement qui a été adopté sur le budget est un bon amendement, qu'aujourd'hui on a augmenté, qu'on reste en soutien. Mais oui, les conditions internationales sont aujourd'hui assez inquiétantes et Vladimir Poutine a augmenté sa zone d'influence et profite du fait qu'il y ait maintenant plusieurs fronts. Sur l'élargissement, alors aujourd'hui on a... c'est une vraie question, c'est qu'il y a un sujet, c'est qu'à la fois moi je crois en l'Europe, je pense qu'on a un enjeu, enfin finalement c'est un projet de paix, et donc plus on est nombreux à avoir des États qui préfèrent la coopération, mieux c'est. Après, on voit bien qu'on a un fonctionnement aujourd'hui où on s'est élargi et qui a entraîné un fonctionnement bloquant. Donc il faut que ça vienne, c'est un avis personnel, pour moi, avec une révision de l'organisation de l'Union européenne qui doit nous permettre de pouvoir avancer et de ne pas être bloqué. Et ça, c'est la position des écologistes depuis longtemps. Pour nous, l'une des solutions, c'est d'avoir une Europe plus démocratique, c'est-à-dire une place beaucoup plus forte aux élections européennes, une place beaucoup plus forte du Parlement européen, qui éviterait ce blocage des différents États-nations. Et la première sur l'économie, alors vous remarquerez que mes réponses n'étaient pas liées à une question sur l'économie, mais bien sur comment rendre la transition acceptable. Et je parlais des majeurs du fossile. Et je pense que oui, vu les profits délirants qu'ils ont fait pendant la crise, il faut taxer ces profits, et que 2, oui, il faut mettre des réglementations pour des industries qui, je le répète, savent depuis les années 60 l'impact de leur activité sur le climat et qui ont décidé de ne rien faire. Donc ils nous ont mis consciemment en danger. Et donc à un moment, elles portent la responsabilité de leur acte. Je trouve ça un minimum normal. Sur la question de l'économie de manière générale, les écologistes ont toujours porté le fait qu'on avait besoin d'une économie qui s'appuie en fait sur 3 secteurs, c'est-à-dire une économie privée, une économie publique, des services publics forts, et aussi ce qu'on appelle le tiers secteur, c'est-à-dire tout le milieu de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et donc on a un vrai enjeu pour nous d'arriver à ce que les pratiques de ce secteur-là se diffusent davantage. Qu'est-ce que ça veut dire sur toutes les questions de la RSE, c'est-à-dire la meilleure représentation des salariés dans leur entreprise, des entreprises qui effectivement prennent plus en compte l'impact qu'ils ont sur les questions environnementales, et une vraie donc transition industrielle. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une relocalisation de notre industrie, à la fois pour produire davantage, oui, mais la question est large, donc je vais m'en arrêter là, mais produire davantage en France, mais donc de prendre davantage en compte les impacts sur les questions environnementales. Et à la fin, effectivement, si on veut produire plus en France, de sortir de la logique de surconsommation absolue
Et notamment, j'avais signé avec des parlementaires de tous bords de manière transpartisane pour que nous initions un travail que j'espère débuter l'année prochaine, par exemple de régulation de la fast fashion. Je pense que l'industrie de la bonne est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on a une industrie qui produit énormément, des produits à bas coût, de très mauvaise qualité, qui aujourd'hui mettent en péril tout un savoir-faire en France et même des chaînes d'habillement. Donc économiquement, c'est pas viable, environnementalement, c'est pas viable. Donc il faut qu'on arrive à encadrer. D'ailleurs, même le secteur de l'industrie nous dit là, il faut nous encadrer. Ça ne devient plus gérable. Mais donc il faut accompagner pour refaire en France, avoir une filière textile industrielle en France, mais aussi de l'autre côté empêcher la fast fashion, Chine et compagnie, de inonder le marché avec des produits de très basse qualité. Peut-être une question plus conjoncturelle sur l'économie. On est dans une période où la croissance ralentit, il y a des risques de récession, une perspective de chômage qui semble remonter. S'il y avait une mesure d'urgence à prendre pour le gouvernement début 2024, ça serait laquelle pour vous ? Augmenter les salaires ? Non, mais voilà. Le gouvernement n'a pas la prise sur les salaires. Bah déjà, si, le SMIC. En fait, ils ont refusé d'augmenter le SMIC. Donc, en fait, à un moment, on a eu la conférence sur les salaires qui n'a pas donné grand-chose. Augmenter les salaires. En fait, à un moment, si on veut que les gens achètent des produits frais en France, achètent des produits de meilleure qualité, si on veut que les gens puissent acheter des produits bio et que les agriculteurs soient rémunérés comme il faut, bah oui, il faut les payer correctement pour le travail qu'ils font. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cyrielle Chatelain d'avoir été avec nous ce matin. Ce rendez-vous est maintenant terminé. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.